Salut tout le monde, ici Karel et Cam de Zone Neutre. On part notre 3e épisode, mais avant de débuter, Camille a un message pour nous. Oui, donc il y a un concours de Noël qui se déroule présentement donc pour les abonnés payants avec Chaos Sport en partenariat avec la Cage. Des beaux prix à gagner, en fait. Oui, écoute, je te sors les détails ici. On va faire tirer une carte cadeau de la Cage de 100 $. Vous avez aussi une opportunité de gagner un hoodie Chaos Sport. Ils sont vraiment nice en plus. Ou une casquette. Vous avez vu Louis et Jacob sur nos réseaux sociaux qui les portaient bien fièrement. C'était sharp. On peut choisir des nouveaux modèles peut-être pour la suite, là, mais là-dessus et la casquette sont vraiment nice. Donc, encore une fois, petit détail, c'est pour les abonnés payants. Et puis, vous allez recevoir un formulaire via courriel ou vous pouvez les trouver sur les réseaux sociaux ou via les communautés sur Chaos Sport et l'application en tant que telle. Donc, bonne chance à tous et à toutes. Et participer en grand nombre. Oui, suivez Quand ça même. parce que le stock est de qualité puis la cage, c'est toujours bon. Hein? Oui, effectivement. Fait que là, avant qu'on parle de souper puis qu'on ait trop faim puis ces choses-là, Camille, moi, je veux qu'on parte ça aujourd'hui du bon pied parce que là, on vient de vivre une tempête de neige en plus. Sérieusement. Puis je veux juste vous dire, Camille vient de descendre de la Beauce. Oui. Pour être ici ce soir et faire l'épisode. Ça c'est du commitment. Ouais. Ça, c'est de la dédication. Oui. Comment c'était sur la route? Combien de temps ça t'a pris? Un petit 4h30, fait que quand même pas si Un pire. heure de Mieux vaut être prudent puis arriver en un morceau à la maison. Mais non, tu sais, on est des habitués de faire de la route, que ce soit de la route pour aller voir la famille, que ce soit de la route pour les matchs de hockey, que ce soit la route pour quand on faisait des tournois, tout ça. Fait que on est quand même des habitués de faire de la route, là. Non, mais sérieusement, merci. Merci d'être ici ce soir. Moi, tu vois, j'ai pogné le trafic de Montréal à ici, puis ouais, ça m'a pris quasiment une heure, vierge, Mais de c'est descendre. idée d'habiter à Montréal aussi. Mais non, mais arrête, là. On adore ça. Les gens de Montréal, on aime vivre sur la ville. Là. Tout est Tu beau. devrais être une... Puis je suis juste à côté. Je viens de la Rive-Sud, je viens de la Montérégie. Je suis une fille de la banlieue, gars. Je vais sûrement revenir à un moment donné, mais je vis ma vie. Oui, mais si comprends? tu écoutes dans les games de la victoire, là, quand ils font le Jean de la Rive-Sud, Jean de Montréal, Ouais, c'est qui est le plus loud? je ne sais pas, en fait. Rive-Nord aussi a quand même Rive-Nord un est gros, solide. Rive-Nord aussi... Rive-Nord est solide. Mais mon préféré va toujours demeurer les hommes, les femmes, et après les enfants avec le cri. Ah, là. c'est incroyable. J'adore Celui-là ça. est toujours très le Je fun. pense que ça y va, genre les femmes, fait que tout le monde crie, Ouais. puis là, les hommes... Puis après ça, c'est les enfants qui closent le show. Sérieusement, on avait Maude, la dernière épisode, qui était avec nous. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir l'épisode bonus parce que vous allez en apprendre de toutes les couleurs avec ce qu'elle nous a raconté et tout. Mais vraiment, ce qu'ils font pour justement engager les gens lors de la partie, pour avoir du fun, pour encourager l'équipe, pour changer le momentum. Faites vraiment partie du momentum de la game, gang. Ça, Ouais. là, je vous le confirme. Puis là, on va parler de la victoire un peu plus tard. On va rentrer dans notre petite analyse de tout ça, puis parce que ça faisait longtemps qu'on avait vu ça aussi. Mais avant tout, on vous l'avait mentionné la dernière fois, vous nous aviez envoyé des questions, dans le fond, des questions, des commentaires, des sujets, des choses que vous vouliez parler, puis on va dédier une partie de cet épisode-là maintenant, dans le fond, sur les questions, puis répondre à celles qu'on n'a pas eu le temps dans le fond, de passer dessus la dernière fois, puis c'est qu'on vous avait dit qu'on allait en parler cette semaine. On va garder la question sur le gérant de l'équipement pour quelqu'un d'autre. Moi, je veux qu'on invite quelqu'un qui nous parle de leur journée au complet parce que la gang, c'est un autre... C'est une autre vie. monde. C'est un autre monde, c'est une autre Puis c'est vie. une pièce très importante dans L'attention une aux équipe. détails. Moi, j'étais beaucoup attentionnée sur certains petits détails de mes enfants puis comment certaines choses devaient avoir, genre mon tape puis ces choses-là. Puis comme il y a des joueurs qui s'en foutent carrément, mais les gens de l'équipement sont incroyables. Ils pensent à certaines choses avant même que tu y aies pensé. Oui, puis moi, un des premiers conseils que je m'étais fait dire, c'est d'être très gentil avec les Oui. gérants d'équipement aussi. Fait que Oui, c'est des gens qui te permettent de performer ou qui font partie de l'équipe, ça, c'est sûr. Fait qu'on va avoir quelqu'un qui va nous passer un beau petit vidéo ici, là, où il va venir en place. Fait que, parle-nous ça, ma Cam. Je te passe Merci ça. encore. Donc, belle première question de la part de Valérie Boisvert. Donc, je vais la lire. Puis, étant donné que toi aussi, tu es une fervente des médias sociaux, je t'envoie la balle. Fait que moi, je suis tombée en amour avec la Ligue dès la première saison. Je me suis mise à tout suivre sur ce qui se dit sur la Ligue et sur la Victoire. Je connais les joueurs de la Victoire sur le bout de mes doigts, grâce au travail exceptionnel qui est fait sur les réseaux sociaux de la Victoire et de la LPHF, de la Ligue.
Est-ce que vous trouvez aussi que c'est important que la Ligue et les équipes soutiennent cette portion-là des réseaux sociaux? Moi, je pense que, chapeau à toi. 1, 2, je pense que oui, puis je pense que ça a été un élément clé, sérieusement, avec la création de la Ligue, puis de faire découvrir ces joueuses-là. Tu sais, non seulement ton produit est sur la patinoire, oui, mais les joueuses deviennent aussi tes assets, tu sais, en termes de marketing, en termes de business. Faut que tu sois capable de vendre ces gens-là ou que les gens s'attachent à ces gens-là. Puis tu sais, veux pas, dans le hockey féminin, même avant, là, il y a un côté qui est hyper rapproché ou qu'on voulait avoir, qu'on voulait tenir à garder, ou qu'on tenait à garder, je devrais dire, que, tu sais, c'était pas genre, OK, maintenant on est pro, on n'a plus le temps, on peut plus vous parler, puis on n'est plus là. Non, le côté qu'on est près d'eux, qu'on est capable d'être, tu sais, de donner du temps à juste jaser avec les gens qui te croisent, là, sur, que ça soit dans les estrades, que ça soit après la partie ou ces choses-là. Puis on le faisait avant avec les Canadiennes, l'Action, les Stars. Puis oui, c'était pas aussi big, mais je pense que ce côté-là était super important de garder ça. Fait que de se faire connaître, d'apprendre à connaître ces joueuses-là, pardon. Les réseaux sociaux, il y a des équipes qui le font hyper bien. Il y a des équipes qui ont peut-être place à amélioration ici et là, à comment ils, tu sais, comme, ils invitent les gens à découvrir leurs joueuses. Je pense que dans chaque marché, puis je pense que c'est des choses qu'on a appris aussi de la WNBA, de la NWSL, puis même dans le temps, tu sais, de l'équipe nationale de soccer qui a été probablement une des équipes qu'on a connues le plus rapidement quand ils se battaient pour l'égalité des payes, puis je retourne loin, mais on a appris à découvrir ces joueuses-là parce qu'on était capable de les reconnaître. Tu sais, quand tu as un équipement de hockey, quand tu as un casque, quand tu as une grille, quand tu es équipé comme un chevalier, sur la glace, tout le kit, on n'est pas capable nécessairement de dire « Ah oui, je ressemble à ça » ou « Je suis capable de me voir dans ce profil de joueuse-là. » Si tu joues au hockey, oui. Si tu joues pas, c'est difficile. Tandis que là, avec les réseaux sociaux, autant je veux le garder d'un angle positif aussi parce que je crois que la Ligue a bien fait à garder les éléments constructifs, à faire découvrir ses joueuses, à faire découvrir ses matchs. Puis, je trouve pas qu'il y a tant de gens qui couvrent la Ligue qui sont trop hors champ complètement. Il y en a quelques-uns que je dirais, fiez-vous pas là-dessus, c'est des rumeurs ou c'est des choses de même. Suivez Jackson Gill, suivez la... Il faut toujours suivre les bons réseaux. C'est ça, les sites de la ceux qui veulent faire avancer le sport. Exact. Mais tu sais, je pense que tu as touché des bons points. La proximité, ça l'amène. Ouais. Donc, tu l'as dit. Le fait de pouvoir apprendre à connaître les joueuses, apprendre à voir un peu leur quotidien. Ils sont qui? Voir qu'est-ce qu'ils font avant un match. Tu sais, le nombre de fois que tu joues avec un ballon de soccer, puis là, tu regardes, tu es comme crime. Eux autres aussi sont là à niaiser, puis à se pitcher un ballon avant une game, puis à se préparer, se réchauffer de cette façon-là. Je pense aussi que ça l'amène les opportunités d'aller chercher des collaborations. 100%. Moi, j'adore le fait de voir où est-ce que tu as les sports intégrés, tu sais, les roses qui vont partager des informations de la victoire, vice-versa. Fait que je pense que ça l'amène à pouvoir élargir le réseau des sports féminins à grande échelle, qui est une chose très importante qu'on veut faire et qu'on doit continuer de faire. Absolument. Puis avec les autres sports aussi, tu sais, de Montréal, ça vient chercher le sentiment de communauté. Tu sais, c'est la fierté montréalaise, ben c'est... Oui, nous, on l'a pour le sport, pour la victoire, mais on l'a tout autant pour les autres sports aussi à Montréal. Là. Puis tu sais, l'autre élément qu'ils font aussi, je sais que les équipes, il y a un gros focus aussi sur aller dans la communauté puis découvrir, tu sais, comme se faire découvrir, mais aussi découvrir les gens qui sont là, de faire des activités avec des associations. Même, juste, je prends l'exemple de Trois-Rivières parce qu'on a parlé un peu, là, mais d'aller là-bas, de rencontrer des filles du cégep, d'aller à la découverte des gens du centre du Québec un peu plus. Tu sais, c'est des... Oui, ils te suivent, puis ils te voient de loin, mais là, tu amènes une proximité à eux maintenant, vu que tu es là-bas. Puis je sais qu'il y a d'autres marchés qui le font, qui le font avec des fondations, avec des groupes, des associations, ces choses-là. Fait que je trouve ça vraiment cool qu'on fasse la promotion des joueuses hors glace et sur glace. Je pense que de découvrir, comme tu as dit, les personnalités, c'est qui la prankster, genre dans le vestiaire, là, c'est qui fait capoter Pou à toute fois, qui est caché, Bouillet qui est caché dans le stall où tu t'assis à peu près, puis qui fait le saut, puis comment ils sont capables de, d'avoir du fun aussi à travers tout ce qui est super sérieux de leur day-to-day job professionnel. Oui, puis ça reste que les réseaux sociaux maintenant font partie... du quotidien des gens. Moi-même,
j'en fais pas Tu partie. consommes un peu Mais tu sais, j'ai pas les Instagram de ce monde. Sauf qu'il y a une facette aussi qui est vraiment le fun, c'est de pouvoir voir les buts, de pouvoir voir des vidéos des matchs, de pouvoir voir les moments forts, de pouvoir voir des arrêts clés qu'il y a eu. Exact. Juste pour cette portion-là, des fois, je suis comme, j'aurais-tu y retourner? Mais ça te ramène, oui. Ça aussi, c'est le fun parce que tu peux voir vraiment, tu sais, le volet personnel qu'on a mentionné, mais tu as aussi le volet de la game en tant que tel. Puis de garder, tu sais, d'être à l'affût, pardon. Ouais. Tu sais, de tout ce qui se passe. Je veux dire, c'est pas vrai qu'on aurait autant de détails sur Jean Seattle, là. Mettons, si on n'avait pas... tu sais, puis on est bien honnête, là, il joue tard. Ouais. On va le mettre comme ça fait en sorte que... C'est une habitude. Puis ça fait en sorte que la prochaine fois, quand ils vont jouer contre Seattle, bien, on va avoir du contenu, on va pouvoir en parler beaucoup plus. Fait qu'on a accès à cette proximité-là avec les joueurs, mais aussi proximité avec la Ligue, avec le jeu. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est très positif de la façon que c'est amené. On l'utilise bien, t'as raison. Puis il faut que ça reste comme ça. Faut pas que ça devienne d'un côté où... c'est négatif. En ce moment, c'est positif, c'est bon, on apprend à les connaître, on apprend à découvrir qu'ils sont des humains, tu comprends? Moi, des fois, c'est ce côté-là aussi qui vient me chercher. Puis, ils sont authentiques. Exact. On voit tous les arrêts de feu, en tout cas, on va en reparler tantôt, là, puis les buts. OK, une autre question. On a une sur la communauté Chaos Sport de Luc Fortin. Petite question, il nous a demandé, on l'a comme effleuré un peu à la dernière épisode, mais si la Ligue augmente à 10 ou 12 équipes, selon vous, combien de matchs une saison régulière pourrait-elle augmenter à? Tu sais, parce que là, on est à 8, mais on n'a pas changé le nombre de matchs. On est resté à 30. Tu sais, flat. Fait que là, tu augmentes... Ouais. Tu augmentes 4 nouveaux marchés. Maintenant, tu pourrais soit rester, mais tu joues dans des divisions. Comment tu vois ça, toi? Bien, je trouve que c'est une question qui doit être décortiquée sous plusieurs angles. Ma réponse préférée va toujours être... Alors, la réponse pour Luc serait... Ça dépend et il y a un contexte. J'aime ça regarder les choses de vraiment de tous les angles. Au fond comment tu verrais ça? De tous les angles possibles. Pourquoi? Parce que cette année, oui, on est allé à 8 équipes. Ouais. Sauf que c'est une année olympique. Puis là, vous l'avez... On le vit présentement. Il y a eu pas des pauses. Je comprends il y a eu des pauses. Il va continuer d'y avoir des pauses à travers la saison. Donc, d'augmenter le nombre de matchs réguliers cette année, c'était peut-être pas le bon moment, mettons. Ça aurait été quasi impossible. Si vous avez regardé le calendrier, là, puis là, sont partis pour un marathon. Un bon, oui. Disons qu'il y a un 10 jours qu'on ne savait pas pourquoi il était là. Moi, je pense que ce qui va être important, c'est parce qu'il va falloir augmenter le nombre de matchs. Ça demeure une ligue professionnelle. Tu as tout le volet logistique. Donc, comment tu arranges ça quand tu fais des voyages sur la route? Ouais. C'est quoi un nombre de matchs idéal pour faire en sorte que tu rentabilises ton voyage sur la route? Si tu rajoutes des équipes dans l'Ouest, justement. Fait quand une équipe de l'Est va visiter une équipe dans l'Ouest. Oui, exact. Puis après ça, il va avoir justement comment est-ce qu'on va gérer ça d'un point de vue international avec les équipes canadiennes, l'équipe américaine, les championnats du monde, les camps qu'il y avait. La structure qu'on avait dans le passé ne sera pas la structure qu'on aura dans le futur. Exact. Fait que ça aussi va amener ce changement-là, puis il va falloir justement qu'il y ait un changement. Mettons que tu enlèves ton casque de scénario et analyse d'un bord puis de l'autre au niveau en tant que joueuse, advenant que tu sais, là, en ce moment, on a bougé les championnats du monde avant, ou pour l'année prochaine, anyways, avant la saison. Déjà là, après ça, on dirait que la saison va plus être comme une saison, 6 mois collés, mettons. Parce que là, tu n'as plus le break au mois de mars-avril que tu avais avant avec les championnats du monde. Ils se ramassent avant. Une année régulière, là, on tombe à 10, 12 équipes. Mettons qu'on y va à 10 équipes. Je pense pas, perso, qu'on pourrait augmenter à genre 45 games ou 50 trop vite. Non, tu comprends ce que je veux dire? Faut pas y aller... Fait que, tu sais, Luc, je pense que ça va y aller en progression, mais reste à dire qu'il va falloir qu'on joue contre toutes les équipes, il va falloir qu'il y ait un certain nombre de fois que tu joues contre ces équipes-là. Il y a beaucoup de choses qui vont se rajouter. Tu sais, trop c'est comme passé. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus parce que, justement, tu sais, les risques de blessure, le voyagement qu'il y a demande, tout ça à gérer. Là, fait que le volet logistique aussi. Puis tu veux t'assurer de demeurer compétitif, tu veux t'assurer d'attirer des foules, tu veux t'assurer que les gens continuent d'être au rendez-vous aussi. Fait que ça va être de trouver justement le sweet spot à travers ça. Mais il y a énormément d'éléments qui rentrent quand on pose une question qui
qui est simple, Non, mais c'est vrai. mais la réponse est tout de même très complexe. Non, exact. exact. Puis je suis sûre qu'il va y avoir une division Ouest et Est aussi. Si vous allez checker, j'ai fait allusion à ça l'épisode dernier. C'est ça qui va être intéressant parce que là, tu vas limiter le nombre de voyages, tu vas venir créer des rivalités un peu plus profondes à l'intérieur de des divisions, tu vas venir rentabiliser tes voyages quand tu pars sur la route. Fait que moi, je pense que c'est le genre d'idées puis d'avenues que la Ligue doit être en train de considérer, 100%. justement. Là. Non, c'est 100% les matchs à la maison, les rivalités, comme tu l'as mentionné. Après ça, tu t'en vas dans l'Ouest, il faut que tu gagnes certains points pour revenir. Oui. C'est des matchs plus difficiles. Ça va être vraiment... J'ose espérer que ça va rentrer un peu dans le contexte similaire à la Ligue nationale aussi, tu sais. Ouais. Tes matchs dans l'Atlantique versus quand tu vas dans l'Ouest, en tout cas, ta course vers les playoffs, ces affaires-là, on va arriver à ça. Oui. On va arriver à ça. T'as-tu 2 autres petites questions? On va y aller un après l'autre, ma Cam. Sérieusement, merci encore pour les questions et les sujets. On va même en faire un sujet au complet dans une des épisodes, là, probablement le avant les Canadiennes et on les Stars. On a une question via Instagram/Facebook de Vincent Parent. Donc, comment savoir quelles joueuses vont être disponibles pour le prochain repêchage de la LPHF? Ça, là, pour la prochaine, OK, le repêchage normal, ces joueuses-là, cela c'est clair quand même, ces joueuses-là vont se déclarer ou doivent se déclarer à une date précise durant la saison. Donc, l'année dernière, c'était au mois d'avril, je me souviens plus de la date. Oh my God. Bon, en tout cas, c'est une date. Il y a une date précise. Exactement. Nous, on n'est pas obligé de la connaître parce qu'on ne s'inscrira pas. Non, exactement. On a passé notre tour là-dessus, ça c'est clair. Mais c'est des joueuses de la NCAA, des joueuses de U-Sports, des joueuses de l'Europe. Ouais. Tous joueuses confondues qui veulent entrer dans le draft, qui n'ont pas déjà donné leur nom ou s'être inscrits. Parce qu'un coup que tu es inscrit dans le draft, tu es toujours éligible potentiellement à te faire drafter. Doivent s'inscrire avant cette date limite-là. Un coup qu'elles sont inscrites, un peu de drama qu'on a eu l'année dernière, on pensait que Abby Murphy allait être éligible. Abby Murphy qui vient des Gophers du Minnesota parce que maintenant elle est rendue à sa 6e année dans la NCAA, je crois. On pensait qu'elle allait se déclarer pour le draft et elle ne l'a pas fait. Donc, elle va le faire cette année pour le faire. Là, j'ai parlé de 6 ans. Fait que dans le fond, ce qui arrive, là, tout le monde, si vous voulez suivre un peu plus, au niveau de la NCAA, tu as 4 ans pour faire l'université. Au niveau de U-Sport, c'est 4 à 5, dépendamment de ce que tu choisis de faire. En Europe, si tu joues professionnel et tu veux revenir, c'est un peu à ton choix. C'est ça, fait que même les joueuses qui ont gradué et qui présentement n'ont pas fait l'équipe ou n'ont pas été invitées au camp de sélection pourraient être éligibles l'année prochaine. Exactement. Puis il y a même, pas un bémol, mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge minimum. Bon. Il n'y a pas d'âge maximum, Camille, donc t'es correct. On veut faire un retour, mais il n'y a pas d'âge minimum non plus. Je pense que... Puis je dis ça, mais il doit y avoir un genre de 16-18 ans, là, mettons, qui est là, mais c'était comme, OK, c'est un phénomène. Pourquoi qu'on les limiterait? Tu sais, le concept était, pourquoi on les limiterait à ne pas faire partie du repêchage? Parce qu'après ça, tu vas peut-être voir aussi des joueuses qui peuvent jouer 4 années universitaires aux États-Unis, 4 à 5 années universitaires au Canada, mais qui vont décider de joindre à la Ligue plus rapidement puis qui ne vont pas attendre leurs 4 années. Là, fait que ça va être aussi des choses, des aspects qui vont se développer aussi. Là. On va peut-être voir quelqu'un qui va décider de faire ça. Là. Exactement. Puis tu sais, pour ta question spécifiquement, on parle de joueuses qui sont éligibles à jouer l'année prochaine. Tu comprends? Tu sais, qui veulent vraiment jouer, comme Camille vient de le dire, l'année prochaine. Fait que t'es pas obligé de te déclarer ta première année d'université, puis loin de là, tu devrais, tu sais, développe-toi, fais ce que tu as à faire. Parce qu'on a entendu des petites histoires cauchemars un peu où, tu sais, 3-4 ans d'éligibilité qui restent, puis on tente de faire quelque chose, puis ça fonctionne pas. Donc, il y a vraiment un développement qui est intéressant à faire parce que les ligues universitaires, c'est les ligues de développement en ce moment pour la ligue professionnelle, tu sais. Mais c'est sûr que ça va embarquer dans les drafts ou les repêchages qui vont être de projection, comme les gars, là, maintenant, où ils se font drafter, tu sais, 4-5 ans avant même. Ils appartiennent à cette équipe-là pendant 4 ans, avant même, tu sais, de potentiellement jouer avec l'équipe professionnelle. Donc, pour l'instant... Puis une fois que tu mets ton nom dans le bassin, est-ce que Luc aurait accès à la liste des joueuses potentiellement repêchées? Est-ce que c'est offert au public ou c'est juste les équipes qui peuvent avoir accès? Je pense que c'est juste les équipes pour un certain moment. Mais après ça, ça devient public. Lorsque ça se rapproche du repêchage. Là. Dès que ça commence à sortir, je te dirais que habituellement, il y a des journalistes et des gens comme ça. Il y a de l'engouement déjà qui apparaît. Exactement, quand ça commence à sortir. Puis dès que c'est annoncé maintenant,
ce qui est nouveau aussi depuis l'année dernière. Tu sais, là, on a vu des personnes annoncer qui déclaraient pour le draft. Un peu comme la WNBA. Mais c'était la première fois qu'on voyait ça. Fait que les réseaux sociaux, encore une fois, te permettent d'émettre ou de dire à tout le monde que tu déclares pour t'en aller professionnel, mettons. Fait que un peu copier le football / tu sais, quand tu signes ton « je m'en vais à cette université-là », genre, ou la WNBA, que lorsque les joueurs décident de s'en aller pro, ils l'annoncent sur leurs réseaux sociaux. Donc, très bonne question, Luc. OK, on en faire 2 autres, une chaque, puis après ça, on va pas rentrer dans notre convo. Puis on va répondre aux autres, on vous promet. On veut pas trop vous skipper, mais sérieusement, c'était parfait comme question. OK, moi, j'ai une question pour toi qui est un peu drôle, le fun. Alice, sur YouTube, elle écrit « Merci les filles pour votre podcast. Toujours très pertinent et le fun de vous écouter. Par curiosité, est-ce que le gilet de Dartmouth derrière est celui de Camille ou de Laura? » J'aurais aimé ça qu'on fasse un poll puis qu'on pose la question aux gens. Sérieux, on voir aurait vous auriez voté pour qui, mettons. pas lequel vous aimeriez mieux, mais voter pour qui. Mais en fait, c'est mon chandail. Okay. Dans le fond, moi, j'ai joué 4 années à Dartmouth. Puis ma dernière année, c'était la première année à Laura. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent le parcours de Laura, le numéro 7 a toujours été son numéro fétiche. Mais Laura aussi, on la connaît avec son énorme grand cœur. Donc, elle a respecté la hiérarchie. Wow! Elle m'a permis de terminer ma dernière année universitaire avec le numéro avec lequel j'avais joué mes 3 années précédentes. Puis la seule chose qu'elle a demandé, c'est si, une fois que j'arrêtais, une fois que je terminais, que je graduais, qu'elle pouvait avoir le numéro 7. Donc, elle a commencé sa première année, elle a joué avec le numéro 10. OK. Donc, moi, j'avais le numéro 7. Puis après ça... J'avais oublié ça. Ouais, elle avait le numéro 10 quand elle a commencé la première année pour pouvoir me permettre d'avoir le numéro 7. Parce que, tu sais, après ça, tu deviens associé à un numéro, hein? Ouais. Fait que là, le numéro 7, c'était vraiment... C'était moi qui étais là. Ouais. Fait que non, je l'apprécie. Toutes ces années-là aussi. Fait que je l'apprécie énormément qu'elle me permette de le garder ma dernière année. Mais après ça, j'étais vraiment heureuse de pouvoir lui laisser tu peux suivre dans mes pas dans la tradition. Ce qui est le fun avec Dartmouth, c'était... tu sais, c'est une école qui prônait beaucoup la tradition. Ouais. Ici, Karel. Et Camille, du Balado Zone Neutre. Et on est vraiment fiers de faire partie de la grande famille Chaos Sport. Oui, notre balado parle de hockey féminin, de la LPHF, mais vraiment sur la chaîne, vous pouvez trouver des balados qui parlent de tout sport confondu. Donc, les amateurs de sport, c'est à vous qu'on s'adresse. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, downloadez l'application, vous pouvez nous regarder et nous écouter. Et puis pour ceux qui sont abonnés payants, vous avez du contenu exclusif. Donc, joignez-vous à nous dans la grande famille Chaos Sport. Donc, toutes celles qui ont joué avant toi, celles qui ont joué après toi. Donc, tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer d'anciennes joueuses aussi qui avaient porté le numéro 7 dans des années différentes. Fait que lorsqu'on fait des réunions, ils appellent ça des Dartmouth Reunions, là, où est-ce qu'on se rejoint, toutes les anciennes hockey, on débarque au campus, on va voir une game, puis on passe la fin de semaine là-bas. Fait que ça te permet de... C'est comme un petit niveau d'attachement aussi 100%. À ton numéro. Puis à la fin aussi, quand tu gradues, ils nous laissent un chandail, là, comme vous autres aussi. Là. Fait que ça aussi, tu gardes un petit souvenir de ton passage, de ton parcours. Puis je suis contente que c'est le vert, parce que moi, c'était une des raisons que j'avais choisi ça. Ça faisait sortir le vert de mes yeux. Je savais que tu t'en allais là, c'était sûr. Voyons, OK, ouais. Non, mais tu sais, pour nous autres, on s'appelait quand même le Dartmouth Big Green. Big Green. Tu sais, notre nom, c'était... Fais donc, attends un peu. Parce que là, Laura nous dirait la même chose, mais c'est quoi, non? Up, up, Big Green! Up, up, Big Green, toi. Hey, puis ça a de l'air méchant, on joue contre les sapins à soir, tu sais. Ouais, les gros arbres verts, là. Mais quand c'est tout le monde ensemble qui le fait, c'est vraiment... Up, up, Big Green! C'est ça. Fait que, tu sais, le fait de pouvoir repartir, nous autres, c'est vraiment ça, là. Tu sais, la couleur verte fait partie de l'histoire, donc... T'inquiète, on a tout ça, là, je te niaise, mais oui. Que tu puisses repartir avec ton chandail, justement, de ta couleur verte. Donc, c'est le mien, c'est moi qui l'ai porté, mais Laura a également le sien pour 3 ans, dans le fond, elle. Dans son garde-robe. OK. Fait qu'elle, quand t'as gradué, c'était quoi? 2014? 2013. OK. 13 ans. Wow. Ouais. Fait qu'elle, c'est 2016. Reunion. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai pu la forger à son arrivée à Dartmouth. L'accueillir. Oui, tu l'as accueilli en tant que 4e année d'expérience à lui montrer c'était quoi l'université. Exactement. Hein? Pour qu'après ça, elle soit prête pour faire tout. Pour voler de ses propres ailes. Wow. Wow.
Je suis sûre qu'elle te remercie pour toute c'est cette sûr. Posez-lui la question quand vous allez la rencontrer. Je suis sûre qu'elle va vous dire la même chose. Ah, tu parles de Reunion, vite, avant qu'on aborde cette affaire-là. Reunion, même chose pour nous autres aussi. À chaque année, il y a le St. Lawrence Reunion. Puis j'en ai une en particulier en tête. Puis je sais pas pourquoi tu es tout le temps là. Mais sérieusement, à chaque fois qu'il y a quelque chose que je fais comment, Camille, ça te tente-tu? Il me semble qu'on devrait... Il faudrait que tu vives ça une fois. Puis, tu sais, quand tu parles d'alumni qui sont allés, toute l'équipe, cette année-là, c'était juste avant COVID, je crois, qu'on est allé à St. Lawrence. On réouvrait... ils venaient de faire les rénovations de Appleton Arena, qui est votre aréna locale. Exactement, sur le campus. qui est faite comme une vieille barn, là, vraiment, c'était une ancienne grange pratiquement, probablement dans le temps qu'ils l'ont construit là, bien avant moi, on s'entend, là, 1856, je pense, c'est quand l'université a débuté là-bas. Mais anyway, cette année-là, quand Camille est venue, c'était l'année où on donnait, dans le fond, le Appleton, Legend of Appleton à Gina Kingsbury. Oui. Qui est la GM de Toronto aussi. Donc, Gina est allée à St. Lawrence, briser tous les records aussi, une des Olympiennes qui est venue là à travers le temps, puis elle fait le chemin. Puis à chaque fois, elle revient aussi. Puis là, c'est nos moments de... Où est-ce que tout le monde se regroupe, tout le monde se rassemble. Puis... Tu parlais de Up Up Big Green, je veux dire, nous autres, c'est SLU, puis là, les gens s'amusent à mettre un T à la fin. Fait que, tu sais, c'est pas mieux, là. C'est... Les gens nous niaisent beaucoup pour ça, ou ces choses-là. Puis Scarlet and Brown, je te dirais pas que c'était mes couleurs favorites avant que j'aille à l'université, mais là, le Scarlet and Brown, c'est, tu sais, ça me parle. Puis c'est des choses où tu t'appropries ça un peu, puis tu fais partie d'une grande famille. Puis ça fait partie de ton histoire, ça fait partie de ta personnalité aussi. Tu sais, c'est des années tellement le fun. Puis après ça, ça fait partie de ton réseau aussi que tu gardes après, là. Mm-hmm. Ben, 100%. Puis, tu sais, tu joues tout le temps contre les mêmes équipes. Fait que les gens connaissent les gens que tu parlais, mettons, qui sont à ta réunion de Dartmouth, t'en parles un peu, whatever ce qu'il y en est. La long story short que je veux dire, c'est que Camille se ramasse à notre réunion à St. Lawrence, toute l'équipe, mais elle réussit à communiquer avec tous nos board members, environ du fundraiser et compagnie, à parler que après devenir une board member, c'est pour aider comment les visiteurs à l'aréna devraient se sentir quand ils viennent jouer contre St. Lawrence. Et le monde a trippé. Ça a été genre... une ambiance extraordinaire. La Ligue ECAC est le fun pour ça parce que tout le monde se connaît, tout le monde se respecte. Mais moi, je voulais qu'ils comprennent, tu sais, vous investissez dans vos... dans notre côté, tu sais, notre vestiaire. Moi, j'essayais d'aller chercher un peu d'investissement pour les équipes qui visitent, qui vous rendent visite. Je comprends, tu sais, il faut que l'expérience c'est le fun. Je sais pas s'ils l'ont fait, mais tu sais, je me suis essayée. J'ai posé la question. Non, c'était incroyable. Puis tout ça pour dire que le week-end était super. Puis même à un moment donné, je me retourne, puis tu sais, t'es avec toutes tes filles que t'es allée à l'université, toute le kid, puis je me retourne, puis tout ce que je vois, c'est Camille qui filme le speech de Gina Kingsbury. Mais jamais allée à l'école avec Gina ou rien de ça. Finalement, pour apprendre qu'elle était la bonne Samaritaine pour aider parce que la personne à côté de moi filmait et commençait à avoir vraiment mal à l'épaule. Fait que j'ai dit, je vais le filmer pour vous. Elle fitait parfaitement. J'ai filmé pour la personne. Tu sais, Dartmouth et St. Lawrence, c'est quoi, 3 heures de route? Je t'ai jamais visité, par exemple. Ça, c'est quelque chose que peut-être, je regrette, moi, de l'avoir pas fait, autre que de jouer une contre l'autre puis d'avoir passé un week-end, mettons, à Dartmouth puis vice-versa. Mais tu l'as fait après. Je suis bien fière de t'avoir montré notre campus et compagnie. Puis ça, c'est quelque chose que vous allez parler à n'importe qui est à l'université, autant américaine que canadienne. On a vraiment un... Tu sais, c'est ta maison, c'est ton chez-toi pendant 4 à 5 ans, c'est ta famille aussi, puis on dirait que c'est des moments où tu veux faire découvrir... C'est ton sentiment d'appartenance tu veux faire découvrir... que tu gardes après, voilà. Puis c'est ça qui est le fun. C'est pour ça que, tu sais, des fois, t'entends les gens, Ohio et compagnie, Spooner, Emma, tu sais, ils vont faire leur petit cri, puis c'est leur chant, là, OH, puis là, quelqu'un d'autre répond IO, puis tu sais, c'est des trucs d'université, c'est des trucs qui sont peut-être un peu plus américains. Mais tu sais, tu gardes ce sentiment d'appartenance-là, puis tu sais, si je fais un parallèle avec la Ligue, pas plus tard que, je pense qu'il y a une semaine ou deux, il y a une joueuse pour Toronto qui a signé un contrat de 10 jours de Dartmouth. Moi, j'ai jamais joué avec elle. Je la connais pas personnellement, mais quand j'ai vu qu'elle avait signé ça, c'est comme... T'es fierté, genre... Je la connais pas, mais c'est parfait. Je trouve ça le fun. Tu sais, t'as tout de même cette petite fierté-là qui embarque. 100%. Cette année, quand Hustler et Sagadi se sont fait repêcher, j'avais jamais joué avec eux. Je les ai rencontrés une fois peut-être ou deux, là, à force d'aller dans les réunions. Mais encore une fois, c'était
Ah oui, ils vont être exceptionnels, ils sont allés à Saint-Laurent. On dirait qu'ils ont déjà un... C'est des bonnes personnes. C'est des bonnes personnes, tu sais. Ça rentre toujours devant. Mais ouais. Une petite dernière, puis après ça... Une petite dernière, puis je vais prendre celle-ci parce que je pense que ça va nous permettre aussi de faire la transition vers un peu nos analyses de match. Donc, j'aimerais vous entendre sur le but. Valérie Boisvert, encore une fois, merci pour tes questions. Sur le but qui a été refusé à la victoire dimanche. Ouais. Donc, on se souvient, dans le fond, qu'il y a eu un but que Marie-Philippe avait ça a déclaré le jeu audacieux pour sur la rondelle, elle a frappé son patin. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un mouvement volontaire ou involontaire du patin pour réaligner l'angle de la rondelle pour l'envoyer vers le filet? Donc, la question, c'est quoi votre avis sur le règlement du patin qui touche involontairement ou volontairement, je suis plus certaine, qui peut faire qu'un but peut être refusé? Et en deuxième, pourquoi le coach de Toronto, après ça, il y a eu un 5 contre 3 qui a demandé une vérification après... parce que lorsque tu es sur la... Lorsque tu es... dans le banc de pénalité. On regardait dans la foule. Oui, tu vois la reprise, tu vois une fois. Fait que si tu manges trop de popcorn, tu l'as manqué. Ou si tu étais en train de trop célébrer le but. Puis, tu entends la directive de l'arbitre qui dit le but est annulé ou il est refusé, mais tu ne sais pas le pourquoi. Ouais. Fait que toi qui étais à RDS, dans le fond, il faudrait peut-être que tu nous dises dans ton analyse tes explications qu'est-ce qui était derrière ces deux jeux-là. OK, fait que le premier, le but refusé, dans le fond, tu sais, c'est un peu, je te dirais, au libre ou juste au jugement? Peut-être jugement de Toronto qui l'ont analysé de leur côté à eux. Ce qui arrive, c'est que le jeu se fait, tu sais, on récupère la rondelle, puis Poulin se place devant l'enclave. Personnellement, de la façon que c'est arrivé au début, moi, j'étais sûre que ça avait touché son bâton. Puis là, après ça, sur la reprise... je parlais. Tu vois clairement, sans être trop... Tu sais, comme... La passe s'en allait pour Nick Gosling qui s'en allait en arrière, qui arrivait en arrière de Poulin, dans le fond. Fait que le jeu était là, tout était beau, mais tout ce qu'on voit, c'est un petit mouvement de pied qui fait ça comme ça, du pied droit de Poulin, qui fait en sorte qu'il touche puis ça rentre, tu sais, au bord. Si Abby Rock il avait juste touché une petite affaire, elle était à ça là, de la rondelle, je pense qu'il l'aurait... il n'y avait pas le choix de le mais là, dans ce cas-là, ça aurait été un but parce que ça l'aurait touché la dernière... ça l'aurait touché le bâton d'Abby, puis là, ça serait dans rentré. Ce mouvement-là, puis ce qui s'est passé avec, tu sais, Poulin fait son pivot aussi en même temps, on aurait pu dire, tu sais, bon, elle bougeait déjà, elle était déjà en motion de bouger. Est-ce que c'était vraiment son intention de mettre le pied par terre pour le faire? C'est juste qu'il y a un petit mouvement de la cheville, fait que l'arbitre et je crois les caméras, lorsqu'ils ont, tu sais, comme revu ce but-là, bon, se sont dit, OK, tu sais, puis elle regardait le passeur. Donc, si tu as la tête ailleurs puis ça te touche le pied, je pense que là, le jugement est plus comme, OK, elle l'a pas vu du tout, puis oui, c'était pas intentionnel. Tandis que là, c'est vraiment, elle fait face à la rondelle est vue, puis comme les yeux suivent la puck. Ouais. Fait que, tu sais, c'était dur. Que ça soit volontaire ou non, s'il y a une motion du pied, un mouvement pour essayer de rediriger la rondelle vers le filet. Alors, c'est là où est-ce que probablement la décision a été prise de refuser le but. Puis la ligne est vraiment mince, là, parce que honnêtement, elle faisait son pivot. Fait qu'on aurait pu dire, OK, elle tournait, c'était pas si... Puis je pense que c'est un peu ça qui est arrivé là-dedans. Mais peut-être qu'on ne le sait pas, peut-être que là, finalement, elle va se retrouver à gagner le Ballon d'Or parce que là, elle a une bonne touche. Elle a tous les talents. Mais c'est une super de belle émotion. Puis je pense que ce jeu-là, ils vont le refaire, mais regardez pour la passe s'en aller à la défenseuse qui s'en vient weak side à l'extérieur, dans le fond, pour que ça s'en aille backdoor. Ouais. Fait que ça, c'était le but. Pourquoi il a été refusé. Donc, dans le fond, ça aurait été considéré comme un kick ou un mouvement du pied. Une motion. Une redirection. Puis, après ça, pour remettre en contexte, donc, la victoire avait déjà 2 punitions. Ouais. Fait qu'on avait Catherine Dubois, puis on avait Katie Tabin qui était déjà au cachot. Ouais. Et notre superbe Laura, qui finalement, elle rentre dans l'action, prend une punition, elle aussi. Ouais. Fait que là, le party est pogné, 3 filles dans le banc de punition. Ce qui est arrivé, c'est que la première punition de Catherine s'est terminée. Ouais. Donc, la pénalité de Laura a embarqué. Et lorsque la pénalité de Katie Tabin s'est terminée, c'est Catherine qui est embarquée sur la glace pour aller vers le banc. Et là, il y a eu un coup de sifflet. Ouais. Donc, la question, c'était... Comment ça se fait que là, il y a une vérification? Nous, on est dans la foule, on comprend pas tout. Il appelle l'arbitre vient au banc. C'est quelle joueuse qui devait sortir? Y a-t-il une confusion sur le banc des punitions?
Fait que si tu peux juste nous, même remémorer un peu. Mais même là-dessus, je pense que... Puis, qu'il y a eu de la confusion, oui. Il y a eu de la confusion avec les arbitres plus qu'autre chose, parce que personnellement, dans la catégorie de « je suis les instructions à qui a eu la pénalité quand et qui a été sorti du banc ou devrait sortir du banc avant un autre », moi, c'était Dubois qui sortait, c'est sûr et certain. Parce que c'était pas des pénalités mineures doubles, tu sais, où tu dois attendre un sifflet pour sortir ou peu importe ce qu'il en était. Mais non, tu peux pas sortir. Tu as quand même un 5 contre 3. Non, je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'un coup que Taben, sa pénalité est sortie, pour moi, c'est Dubois qui sort. Parce que sa pénalité a été terminée avant. Tu comprends? Mais en tout cas, la confusion aussi, c'est aussi que sur le tableau indicateur, c'était le 9. C'était le numéro de Taben, fait que c'est sa pénalité qui terminait. Oui, mais la 28, t'es déjà fini, Cam. Oui, je sais, mais écoute, s'il y a des arbitres qui nous regardent... On va communiquer avec nos amis, les arbitres. On aimerait ça que vous nous donniez vos commentaires. Mais dans toute cette affaire-là... Mais bref, au moins il n'y aurait pas dû avoir un coup de sifflet. Ah, ça, je veux dire, on était tout offusqués, on savait pas. Parce que là, ce qui est arrivé, là, le coup de sifflet a comme aidé à ce que les deux joueurs sortent, qui reste pas. Finalement, toutes les pénalités Parce étaient que moi, je terminées. pensais que, Catherine, malheureusement, t'as manqué ton tour. Puis toi, t'attends jusqu'à temps qu'il y ait un coup de sifflet. Mais ça, je t'aurais dit oui si c'était une mineure double, genre. Tu comprends? Moi, dans ma tête, pourquoi elle, il faut qu'elle reste 5 minutes de plus quand c'est la première pénalité? Parce que 2 autres de ses coups de pied au même ont pogné titre que la pénalité de Laura peut pas embarquer tant que la pénalité de Catherine n'est pas finie. Ouais. Ben, la pénalité, dans le fond, Catherine peut juste... Dubois peut juste rembarquer sa glace. Ben, c'est ce que je pense, là. Comme je vous dis, les arbitres... Fait que Taben est intouchable. Dans le fond, elle a sa pénalité normale comme tout le monde. Elle est très... Ça fait pas de sens non plus. Elle est le milieu du sandwich, fait qu'elle rembarque sa glace. Il y a comme un... Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Mais de là à... Ouais. On va demander à un arbitre. Là, vous savez quoi? Il y a une confusion parce que ça dépend dans quelle ligue, qu'est-ce qui est quoi, puis comment. Mais pour moi, la première joueuse que sa pénalité était terminée en premier devait sortir. Le jeu de confusion ou qui a appelé quoi. Parce qu'après ça, on n'a même pas remis Kat au banc, puis on n'a même pas remis Taben au banc non plus. Non, là. je sais. Fait qu'à tout le monde a fait comme... Puis je sais pas non plus... tu sais, je me pose la question si sur le banc, c'est... tu sais, il y a du monde de la Ligue qui sont là. Ouais. Fait que je sais pas si c'est eux aussi qui disent c'est eux qui sont joueurs, censés dire qui sort. Toi, t'embarques. Fait que je sais pas s'il y a aussi la confusion à ce niveau-là. C'est pas l'hockey mineur. Pour être honnête, la Ligue était vraiment confuse et c'était un des premiers scénarios qu'ils ont vu. Fait que pour nous aider à la confusion puis régler ce débat-là entre nous, n'hésitez pas à nous dire... On va demander, on a des chum refs, là. On va leur demander, on va poser des questions. Fait qu'on finira, on pourra closer ce débat-là la semaine prochaine. Je te fais faire une vidéo sur les réseaux pour répondre à cette question-là. C'est ce qu'on va faire. Tu sais quoi? Ça va être bien bon. OK. Fait que là, on peut rentrer un peu plus dans notre analyse puis où on s'en va. Puis ça faisait... Avant qu'on rentre avec la victoire, moi, je veux juste faire un hint, puis je les ai mis un peu différemment sur notre liste, là, mais Colin, que je m'attendais pas à ce que Boston, cette année, cette saison, ait le début de saison qu'elles ont. Ouais. Genre... Puis, je sais pas pourquoi, mais dans le fond, je m'étais probablement basée sur le fait qu'ils ont perdu Knight, Bilka, pas Carpenter, voyons, Knight, Bilka, puis là, tu sais, comme toutes les autres joueuses de profondeur, que ce soit Gija, que ce soit certaines joueuses qui étaient physiques aussi défensivement parlant, des Girolamo, et puis là, tu sais, comme Montréal l'a cherché, ils perdaient des éléments, là. Ils ont réussi à signer Mueller, Tapani assez rapidement. Puis Frankel, on s'entend, là, ça c'était sûr et certain qu'on la gardait. Je pense que puis Keller aussi. Le fait, Frankel joue du hockey. Elle faisait partie des 3 protégés aussi, là, tu sais. Mais tu parles du succès de Boston présentement. Pour moi, les performances de Frankel. Tu penses? Mon Dieu, c'est ce qui fait en sorte que peut-être certaines erreurs ou certaines... Bien, je pense que tu as ça, combiné au fait que tu as un changement. C'est Keller qui est rendu la nouvelle capitaine. Captaincy, oui. Keller qui amène un leadership différent d'une Hillary Knight qui est quittée. Ouais. Fait que je pense que ça l'amène une nouvelle énergie aussi. Une uniformité aussi, je trouve. Ouais. Puis, ce que je veux dire par là, c'est ce leadership-là, bon, c'est peut-être un peu plus jeune d'une certaine façon, mais pas tant. Là, Keller a la méga expérience, puis elle a gradué là, des années aussi. Là, mais ce que j'aime quand je regarde cette équipe-là, c'est qu'ils bougent, ils jouent vraiment
en union. Ouais. C'est vraiment une unité de 5. Oui. Puis tout le monde sait où ce que l'autre joueur est. Même si on fait partie ou on est déjà dans une ambiance que, je veux dire, il y a 10 nouvelles joueuses là, sur cette équipe-là, puis dont des joueuses qui sont dans des nouveaux rôles. Qu'on n'avait pas vu avant ou qu'on a décidé de aussi changer certaines joueuses pour amener des nouvelles filles qui ont gradué, des filles qui ont été repêchées. On a donné des contrats à des filles qui nous en ont donné une belle saison l'année dernière aussi. Puis on dirait que tout le monde est comme dans un rôle où on fait bien, mais on est aussi, tu sais, il n'y a pas trop d'ego, il n'y a pas trop de... Je dis pas qu'il y a ça dans des équipes, mais tout le monde est capable de marquer, tout le monde est capable de faire un peu ce qu'elle doit faire, peu importe le trio qui sont dessus, tu sais. C'est pas... Puis ça, c'est peut-être aussi la venue d'un nouvel entraîneur-chef aussi. Avant, c'était Courtney. Oui, Burchard. Qui était Kessel. Courtney Kessel qui était là, donc qui... tu sais, elle a implanté son système, son système, sa culture. Puis là, tu as un Chris qui rentre comme nouvel entraîneur qui a vu énormément, un gros bagage, qui a travaillé beaucoup avec des équipes, oui, pour gagner, mais aussi beaucoup pour faire des développements de joueurs. Bon point. Donc, tu sais, quand on parle de structure, quand on parle de cohésion, quand on parle de bien comprendre son rôle, ses responsabilités-là, je pense que ça doit être, je le connais pas, mais ça doit être quelqu'un qui... Un élément qui a focusé dessus. Puis qui est capable de bien exprimer aux joueuses c'est quoi ses attentes envers elles. 100%. Puis qu'eux autres, ils embarquent là-dedans, puis quand tout le monde embarque là-dedans, bien, ça donne la cohésion. Puis pour moi, après ça, ta bougie d'allumage, bien, c'est une Frankel qui joue du hockey extraordinaire présentement, que tu as tous ensemble, qui fait en sorte que Boston, présentement, c'est l'équipe à battre. Là. Sérieux, on l'a dit le dernier épisode, mais les gardiennes là, cette saison, là, dans les 8 équipes. Ben oui, puis si on revient après avec un autre match qu'il y a eu aussi, Vancouver, fait qu'on avait jasé un peu de Mashmeyer, contre justement New York. avec un début de saison un petit peu plus difficile, qui n'était pas une question de talent, plus un niveau d'adhésion, puis de te remettre dans le bateau, dans une nouvelle équipe, une nouvelle structure, un nouveau système. Puis, tu sais, elle avait eu la victoire en overtime, la première, à la maison. Mais, tu sais, en même temps, elle revenait de la grosse blessure, là, une déchirure, en tout cas, du petit ligament entre tes deux os ici, là. En tout cas, je sais pas comment... Son été a été impeccable là, pour elle, toute le kit. Et puis là, elle a réussi à avoir son premier blanchissage. Puis je pense que cette game-là, contre New York qui venait d'avoir donné comme du fil à retordre à Ottawa puis à certaines autres équipes aussi, avait eu une défaite aussi contre Montréal, mais ça, on en avait parlé. Mais pour moi... C'était comme un peu la game que Vancouver se devait aussi de revenir. Tu sais, comme je veux voir de la cohésion, je veux se regrouper, exact. De retravailler. De se trouver, tu sais, de se trouver en tant qu'unité d'équipe. Je trouvais que, tu sais, Nurse s'est blessé, ça a commencé bien, puis là, il y a eu c'était un peu question, tu sais, un point d'interrogation. Puis, tu vois, cette game-là, encore une fois, on parlait de Frankel qui quand il y a un problème ou qui vient sauver un peu ou cacher ce qui se passe. Mais je pense que match cette game-là, dont l'arrêt encore avec la paddle qu'elle a fait, Phillips et elle, cette année. Deux arrêts vont être considérés comme les arrêts de l'année. Oui. On est focus sur les gardiens cette année, non? Mais sérieusement, cette performance-là aussi, tu sais, t'es dans une année, oublie pas, où tu essaies de gagner un peu ton poste ou ton rôle sur l'équipe nationale, que tu sois Frankel ou que tu sois Mashmeyer. À chaque match. Tu sais, que tu sois n'importe quelle joueuse aussi, là, pensez-y, là, ces joueuses-là se font évaluer à chaque fois qu'elles sautent sur la patinoire, là, tu sais, techniquement, à savoir quel genre de rôle ils vont avoir, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Fait que je pense que, tu sais, c'est un peu l'élément que j'étais contente qu'elle ait cette game-là, puis j'étais contente aussi que les joueuses de Vancouver, tu sais, Garner de ce monde, Miller de ce monde. Boring, tu sais, un peu un match où ils peuvent respirer. Moi, je trouvais que c'était dur, là. C'était comme un peu. Je pense que c'était un match où est-ce que, tu sais, t'enlèves le petit singe sur ton épaule. Tu sais, ça leur permettait pour plusieurs d'entre elles de pouvoir, tu sais, se remettre à respirer puis à jouer. Tu sais, souvent, c'est ça. C'est des professionnels. Ils veulent gagner. C'est des compétitrices. C'est des perfectionnistes. 100%. Fait qu'ils veulent... ils veulent ça les performer, aussi, là, ça les frustre. Oui. Fait que là, je pense que ça, c'était un peu le... Tu sais, crime, on est ici, on a du fun, ça va bien, puis tu le voyais au fur et à mesure de la game. Puis, comme tu as dit, oui, un blanchissage pour Mashmeyer, mais moi, je trouve ce qui est le fun encore plus, c'est qu'elle a eu la chance de faire des gros arrêts. Ben oui. Fait que pour la confiance, là... Bâti là-dessus, tu sais.
On l'avait donne... dit, c'était pas une question de talent dans son cas. Non. Son début de saison, c'est aucunement une question de talent, puis on l'a vu exactement. La game contre Boston, je me souviens, tu sais, Jill Sonnet s'en va en échapper ou whatever, mais elle manque son lancer complètement. Mais à cause qu'elle manque son lancer, tu sais, ça rentre, ça passe, tu sais, match, elle bouge trop vite pratiquement, là, tu sais. Fait que j'étais contente parce que c'était comme le timing était là, le jeu était là, le mouvement, tout allait bien. Puis non seulement la gardienne, mais ça sortait bien. On avait une cohésion. Il me semble que ça faisait 2-3, c'est pas 4 games, que 3 games, où la cohésion était un petit peu difficile pour le Golden Knights. Ils vont revenir, je te l'ai dit, ils vont continuer à monter comme ça. Boston est dans le top, mais là, j'ai hâte de voir, tu sais, qu'est-ce qui arrive si jamais Frankel ne donne pas une game de feu. Est-ce que Boston est dans la même genre de performance? Ça va être des choses à analyser pour la suite. Puis ça nous amène aussi à notre fameuse game de dimanche passé. Toi, tu étais dans les estrades. Moi, je la faisais à la télé à RDS. Parle-moi de la game. Comment tu as vécu ça là-bas? Puis, perso, j'ai trouvé que ça a bien été overall, là, mais je veux juste savoir comment tu as vu ça, toi, de ton angle et ton point de vue. Bien, c'est sûr, c'est toujours le fun de pouvoir voir les matchs là-bas. Comme je l'ai dit, c'est là où est-ce que tu réalises vraiment le niveau de rapidité des matchs. J'ai trouvé que la première période, ça all'a passé comme il n'y avait pas beaucoup de sifflets. Parce que il y a eu comme un blitz de 5 minutes où est-ce que je pense que je regardais comme ça. Ça tournait un peu. On a quand même... Oui, c'est une victoire pour la victoire, mais on a quand même fait face aussi à certains moments d'adversité, oui. à travers le match. Fait que c'était très physique. J'ai eu la chance d'avoir la mère de Laura, justement, qui était assise à côté de moi. Fait que j'avais le droit à des petits « Ouh! Et c'est rough aujourd'hui! » Fait que oui, ça a été une game très physique. Puis justement, les joueurs de Toronto en ont parlé. Même le coach aussi a dit que l'aspect de la robustesse puis l'aspect physique, je pense que même elles ont été surprises par à quel point que non seulement c'est rapide, tu as quelqu'un dans ta face, mais au-delà, tu as quelqu'un dans ta face et tu as quelqu'un qui te rentre dedans. Exact. On finissait les checks, qu'on appelle, beaucoup plus. Puis ça, c'était clairement un élément qui n'était pas là l'année dernière non plus, qui fait partie maintenant de la game. Je pense que c'est quelque chose qu'on te demande aussi, de juste déranger. Fais ton échec avant, puis boom, bump into them. Fais un petit bump pour essayer de les déranger, qu'ils ne reviennent pas si facilement. Puis, ce que tu parles de la première période, ça tourne un peu, c'est des décisions, des fois, au niveau des sorties d'onde, qu'on pourrait prendre soin de la rondelle, juste de se donner un support un peu plus rapproché ou de simplement prendre la décision qu'elle est libre, mais je ne vais pas vers le jeu que je suis censée essayer de faire à chaque fois parce que ça fait partie du système, tu sais. Un peu trop télégraphié, je pense que ça nous a mis dans le trouble où on était pas capable de sortir facilement, tu sais. Puis ça, c'est un élément que, bon, tu as dit ça tournait un peu, mais en même temps, il y a de quoi apprendre de cette game-là aussi. C'est notre deuxième trio puis notre troisième trio qui ont ouvert la marque. Je te dis pas que c'est à cause que le premier trio n'a pas bien joué, mais ça, c'est quelque chose qu'on voyait rarement à ma Tu as parlé de sortie de zone. Je pense que pour le premier trio, c'est un ajustement aussi à faire pour eux autres parce que là, on l'a dit, Abby, Roque, ça n'a pas la même vitesse non plus. Ça n'a jamais été une marchande de vitesse. Non, mais c'est elle qui a fait les passes transversales. C'est juste que tu t'attends à ce qu'elle soit peut-être 2-3 pas en avant, qu'elle n'ait pas. Fait que finalement, la passe que tu fais, ben ça frappe la bande, puis ça devient un revirement puis que l'équipe adverse peut prendre. Fait que je pense que ça aussi, on l'a vu à quelques reprises, où est-ce qu'il va y avoir un petit peaufinement au niveau de ces passes-là. S'ajuster, s'habituer, oui, je comprends. Puis, tu sais, l'autre affaire, c'est que, clairement, si n'importe qui regarde la game, Montréal essaie de sortir du derrière du filet puis de tenter la longue passe à la ligne rouge pour essayer de la typer, tu sais, un peu ligne nationale style. Puis je te dirais que des fois, c'était super, tu sais, comme c'était le jeu à faire, mais il y a d'autres fois, il y a un changement ou quelque chose, puis là, je vais juste être critique pour un moment. Les filles changent de Toronto, on revient. Fait qu'est-ce que tu fais quand tu changes? La première chose que tu fais en tant que joueur, ce qui est sur la glace, c'est que tu t'en vas tout de suite à l'option la plus loin du banc pour essayer de couvrir, pour donner une passe du côté short side. Parce que tu sais que toute ton équipe s'en vient de ce bord-là aussi. Exactement. Fait que tu veux mettre de la pression, tu vas aller bloquer cette ligne de passe-là à l'extérieur puis faire en sorte d'amener le jeu vers où est-ce que ton équipe va être, les filles qui embarquent sur la glace après toi. Exactement. Fait que là, non seulement ils font tout ça, on force cette passe-là à cet endroit-là, mais là, ils sont 4 ou c'est pas 3. Une frappe la joueuse, on récupère la rondelle du côté de Toronto et on revient dans le territoire. Mais là, la passe s'est faite environ du bas des cercles. Fait que l'espace entre la ligne bleue, je te dirais, pour regapper pour la défenseuse, est extrêmement difficile.
Tandis que c'est un changement, encore une fois, je le répète. Mais là, tu le vois que Turnbull, elle s'en va comme un train sur la bande. Patine, prends le centre. Vous êtes excellentes, les défenseuses, vous le faisiez avant. C'est juste que là, c'est un jeu qu'on, tu sais, pas qu'on force, mais qu'on dit, hey, quand tu le vois, l'option, fais-le. Nous autres, on veut vraiment flyer la zone. Puis je trouve que ça devient un peu plus, OK, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, versus... un peu comme tu disais, ça devient télégraphié. Ouais. Puis, tu sais, versus, je lis le jeu, l'option est là, je la fais, ou, OK, ce coup-là n'est pas tellement là, mais j'ai l'espace au centre où ma D-partner est wide open, puis je vais en attirer 2, tu sais. Fait que je pense que des fois, c'est un peu un... Mais je pense que tu as ta lecture du jeu aussi, puis d'anticiper aussi. D'anticiper que l'équipe adverse, ça va être le jeu qu'ils vont faire. Bien, ils vont couvrir ça, maintenant. Ils font tout du pre-scout, ils font tous... Exact. Fait que d'anticiper que cette option de passe-là ne sera peut-être pas non plus disponible. Fait que oui, ça devient un outil dans ton coffre à bagages, mais ça ne peut pas être ton seul outil non plus. Puis il y a d'autres moments aussi, je l'ai vu, il y a eu des jeux brisés, mais je l'ai vu avec le 4e trio aussi, où on met ça sur la bande, on se la chip encore, un autre chip, puis le centre va la chercher, puis on est correct. J'ai vu Dubois, Labelle et compagnie le faire. Après ça, le trio numéro 1 le fait 2-3 fois. D'autres niveaux aussi, Abby la ramasse sur le bord de la bande, elle l'envoie transversale. Je pense que c'était la première lancée que Laurent a pris le premier chiffre. C'est parfait parce que tu fais bouger Toronto d'un côté à l'autre. Tu sais ça, puis t'es pas si loin que ça, t'es comme une demi-zone en avant, tu comprends? T'sais, fait que pour moi, je pense qu'il y a des éléments des fois où je trouve que avec la vitesse qu'ils ont, qui sont capables de générer quand on est peut-être un peu plus rapproché, on aurait avantage à rentrer en plein contrôle versus certains trios où ils peuvent juste justement la chipper in. C'est correct. Fait que, c'est encore une fois, lecture. Puis là, je fais l'analyse d'un match au grand complet, mais en même temps, juste de prendre un pas de recul, il y a certains duos de défenseurs, puis il y a certains trios qui peuvent faire certaines choses habituellement. Il y en a d'autres qui se doivent de faire aussi ce qui est demandé. Fait que je comprends ça aussi en même temps. C'est tes premières parties de la saison. Il y a une habitude, ça faisait 10 jours que tu ne venais pas de jouer aussi. Là. Il y a certains éléments que tu viens de pratiquer pendant 7 jours de temps qu'il faut que tu fasses cette passe-là. Fait que c'est sûr que ça vient un peu comme un automatique. Là. C'est normal. Tu as parlé justement de deuxième trio puis troisième trio qui ont ouvert la marque dimanche. Un peu ton analyse de justement ces deux nouveaux trios-là. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles. Oui. Ben écoute, c'était Dark Angelo, Angelo. Puis Mlinkova. Oui. Oui, parce qu'on a Rock. Oui, c'est ça, Mlinkova. Puis, tu vois, sur certaines situations, ben sur le premier but, justement, c'était un dégagement refusé, mais on a réussi à gagner cette course-là. On va la chercher dans le coin, après ça, on ramène ça en haut. C'est Mlinkova qui a connu une super game, là, à mon avis. Puis, Dark Angelo l'a supporté, puis même Murphy, tu sais, elle n'avait pas besoin de trop prendre contrôle de la rondelle puis l'amener elle-même ou ces choses-là. Puis j'ai trouvé que ça était super pertinente lors de cette partie-là. En tant que trio, ils n'ont pas trop essayé, puis même qu'ils ont été joués beaucoup. J'ai vu beaucoup le premier et le deuxième trio embarquer à maintes et maintes fois. Puis l'autre trio, le troisième, qui est Scam. Et là, j'ai à gauche, j'ai Scam. Tant peu le quatrième, c'est Labelle, Dubois, puis Willoughby. J'ai Scammer. Pourquoi j'oublie les deux autres? Je sais pas, puis là, j'ai un blanc, puis j'essaie de t'aider, puis là, je suis comme, hey, j'ai un blanc, moi aussi. Ça va me revenir, puis ça va me choquer dès que je les vois dans ma tête en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais c'est le trio qui est hyper responsable défensif, puis qui nous en donne aussi. C'est Greg qui joue avec elle, puis... Non, Greg était 13e. Pourquoi j'ai un blanc? Mon Dieu Seigneur, je viens de faire la game. Notre troisième trio, par contre, Skamura, sur ce jeu-là, a fait l'échange avec Irving. Voilà. Elle a fait l'échange avec Irving qui a donné du gaz à cette ligne-là. Fallait que je la sorte à un moment donné, mais qui a donné du gaz à cette ligne-là à 100% parce que lorsqu'elle a récupéré cette rondelle-là, elle a fait l'échange avec Scam. Scam l'amène au filet. Puis, ils ont gardé ça simple encore. C'est 3 gros gabarits de joueurs qui vont jouer physique. Tu l'as mentionné, Scam, si elle va mettre la pression sur une défenseuse, elle sort la def pratiquement de la zone s'il faut qu'on sorte du territoire. Puis même chose du côté offensif. Fait que pour moi, ce trio-là, encore une fois, c'était eux qui sacraient dans le fond, qui faisaient épuiser les défenseuses. Ils allaient chercher, ils frappaient, ils étaient physiques. Bien, ça fait en sorte aussi qu'après ça, tu sais, la défensive de Toronto,
tu commences à jouer un peu plus sur les talons. À 100%. Là, à chaque fois, tu as cette pression-là qui arrive, fait que ça fait en sorte que pour les autres trios aussi, ça l'amène des fois un petit peu plus de liberté, un petit peu plus d'espace aussi, que tu peux après ça prendre l'espace puis créer d'autres chances de marquer. Ben oui. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que justement, les autres trios, ils contribuent à leur propre façon, mais aussi en scorant des buts, parce que veut pas, ça en prend pour gagner des matchs. Mais ça l'aide, tu sais. Puis ça l'enlève une certaine pression de constamment devoir être mis sur le premier trio qu'il faut qu'il score tous les buts. Seulement ce trio-là peut... Si on espère gagner, là. Chose que l'année passée, c'était un petit peu plus difficile de toucher le fond du filet sur les autres lignes. Puis tu vois, toute équipe qui a été hyper... efficace dans la Ligue nationale, a souvent un trio ou 3 trios qui sont capables de marquer, puis qui vont marquer différemment. Tu sais, je pense à... J'ai tout le temps les Penguins de Pittsburgh qui me reviennent en tête, puis Max Talbot qui est sur le 3e, puis c'est lui qui score les 2 buts pour la Game 7 dans Stanley Cup. Parce que souvent aussi, c'est pas juste la question de « Ah, c'est ce trio-là qui est embarqué ». Des fois, c'est des séquences de un trio qui embarque, qui met de la pression. Mais c'est toi qui donne le beat. L'autre trio qui embarque, qui continue avec ce momentum-là. Troisième trio qui embarque après un changement, puis que tu as mis cette pression-là. 100%, là. Seconde après seconde après seconde, et ça fait en sorte que toi, après ça, t'embarques, puis t'es le trio qui en bénéficie, mais ça fait 1 minute et demie que l'équipe entière, on a mis de la pression, puis que l'équipe adverse est essoufflée. Fait que exact. C'est ça aussi, tu gardes là, tu fais le momentum, tu gardes... Dès que tu as 1, 2, 3, c'est pas même 4 chiffres de suite que tu es un peu plus dans le territoire de l'autre bord, même si tu prends pas 56 000 lancés, mais que tu restes pas pris dans ton territoire, tu sais que le momentum s'en vient sur ton bord anyway. L'autre point aussi, avant qu'on termine avec le match de ce soir rapidement, qui est le match de rivalité Canada-US, là, mais on a été excellente aussi au niveau du désavantage numérique côté de la victoire. Tu sais, on a eu des pénalités. Le premier trio est allé marquer à la fin un super but encore sur les genoux de Laura Stacy. Oui, je pense que là, elle prend goût à scorer des buts sur les genoux. C'est la célébration est plus fun. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est ça. Mais non, reste à dire que ils ont super bien joué puis ils ont réussi à aller, encore une fois, travailler extrêmement fort pour aller chercher ce but-là. Mais avant ça, je veux dire, si on ne tue pas cette pénalité-là, ce power kill-là, qu'ils l'appellent, de 5 contre 3 pendant X amont. Le temps, là, c'était longtemps. Toronto est correct au niveau de l'avantage numérique. Je te dirais qu'ils ne sont pas parfaits. Là. Je les ai vus dans quelques autres situations de match. Puis ils ont beaucoup d'occasions sur l'avantage numérique que je trouve qu'ils ne bougent pas assez la rondelle puis que ça ne va pas. Mais perso, on ne donnait rien. On a même vu le déplacement latéral d'Abby Rock sur une jambe. Position gardien de but. Oui, bien, tu sais, on a bloqué énormément de lancers, de un. Voilà. On a bloqué énormément de lancers. Anne-Renée, quand est venu le temps, elle a fait... Écoute, je vais continuer d'en parler à chaque épisode, mais tabarouette qui est impressionnante. Ah, là, quand il faut. Et à un moment donné, elle a fait un petit kick save à la Dominique Hachek style. Fait que tu bloques des rondelles, tu mets ton bâton dans les lignes de passe. Ce que je trouve le fun aussi quand tu vas voir les matchs, c'est de voir le coaching staff. Ouais. Puis on a ajouté Caroline Ouellette derrière le banc. Qui est en charge avec Noémie Marin aussi qui était là, avec Corey. Tu vois qu'ils sont actifs, eux autres aussi derrière le banc, parlent beaucoup aux joueuses. Fait que c'est là où est-ce que quand tu as de longues périodes, justement, comme un désavantage numérique, ben tu as le système qui embarque, tu as l'énergie aussi. Fait que là, tu bloques un lancer. Crème, là, t'as l'énergie qui monte. L'équipe reste dedans, tu sais. Fait que tout le monde, que tu sois sur la glace ou pas, tu voyais cette cohésion-là puis cette énergie-là avec la foule qui est embarquée quand tu vois le nombre de minutes que tu viens d'écouler. Tu sais, pour moi, ça a été une phase vraiment le fun. C'était clé. C'était un moment clé, sérieux. Puis... je pense qu'on a été dans leur territoire beaucoup. La pression qu'on met sur le désavantage numérique nous aide beaucoup aussi. Là. Je veux dire, on voit Laura qui s'en va derrière le filet à chaque fois, puis ça ne dérange pas. C'est ça, on demeure pas passif, on continue de mettre de la pression, puis si on a une opportunité, ben on le prend. Non, exact. On développe cette confiance-là aussi. Oui, puis là, tu vois, même défensivement parlant, au niveau de... oui, ça tourne des fois un peu dans notre territoire, mais je te dirais qu'on s'améliore davantage et à chaque partie, je le vois maintenant. Dès l'autre équipe rentre dans notre territoire, on ferme ça assez rapidement. Je veux dire, on a des joueurs qui jouent un peu plus physique. Là, je pense à DJ qui... Je sais qui a le gelé. Il y a quelqu'un qui s'est fait pincer sur le bord de la bande encore, mais ça n'a pas été appelé comme des pénalités comme l'autre match d'avant. Fait que, tu sais, il y a un ajustement aussi à savoir qu'est-ce qui va être appelé versus qu'est-ce qui ne sera pas calé là, au niveau de défensif. Mais je trouve que autant elle, ce duo-là, puis le duo de Tabin, Faherty, qui fait un super beau boulot aussi à cet endroit-là,
Puis c'est pour ça que c'est dur aussi d'être dans le territoire de Montréal. Là. Ah ouais, puis on l'avait dit avec puis on touche pas à Anne-Renée non plus. Là. Avec la défensive qui ont été cherchée cette année, là, Montréal est très, très fort défensivement aussi. Là. Non, il s'impose. C'est correct. C'est ça qu'il faut qu'il fasse, puis il faut qu'il continue de faire ça. Fait que là, ça nous amène au petit match de ce soir, parce que là, on enregistre mercredi. Ce soir, c'est le premier match de la rivalité entre Canada et US. Quand je dis premier match, excuse-moi, c'est sur le territoire canadien, donc on est techniquement à la troisième partie. Là, dans... Il y a eu 2 matchs qui ont été déjà joués, remportés par les Américains. Assez fort comme victoire, on va le mettre comme ça. C'était des victoires claires. Comme la défaite du Canadien hier. Oui, c'est ça. C'était un peu... reste à voir, mais bon. Depuis ce temps-là aussi, on a fait des petits ajustements. Il faut aussi comprendre, puis à chaque fois je le donne, à chaque fois que les séries commencent, je te dirais que, historiquement parlant, c'est pas mal les Américaines qui gagnent les 2 premières games. Après ça, c'est partagé, ou c'est le Canada qui gagne les 2 dernières, les 2 du milieu, puis après ça, c'est comme partagé pour la suite, à savoir qui c'est qui le remporte, mettons, enfin. Ça fait du sens parce que l'équipe américaine a beaucoup de jeunes. Mm-hmm. Quand ils rentrent dans les séries, ils ont joué 10 games déjà. Tandis que le reste de l'autre équipe a juste pratiqué 2-3 semaines avant, ou 4 ou 5, ou l'été. Là, ils ont eu leur camp un peu qu'elles font pour le plan national avec Canada. Il y a 1 ou 2 joueuses qui ont joué, mettons, parce que tout ça part avant la saison de la LPHF. Là, on rentre dans ces 2 games-là. C'est au Canada, c'est à Edmonton, les 2 matchs. On est allé faire quelques petits changements. On avait essayé Tabin, on avait essayé des jeunes joueurs aussi là. J'aime qu'on réessaye Gosselin, qui retourne de Montréal. Nicole Gosselin qui continue de gagner en confiance et en expérience aussi. Je pense que c'est des bons tests. Et justement, avec les matchs qu'elle a eus dans la Ligue, ça fait en sorte que le niveau de vitesse, là, elle a pu faire face aussi de manière plus constante à ce type de pression-là aussi. Regardons-la. T'sais, Boston, la première game versus maintenant, déjà, je vois comme une habitude de juste avoir le pace de la game. C'est simple. Là. Ça prend toujours ça. Wow, ça arrive un peu plus vite. Wow, je me fais frapper. Comment je réagis? Qu'est-ce qui se passe? Fait que déjà là, moi, je trouve que sa game s'est améliorée. Puis là, on est allé rechercher un peu tes vétérans qu'on avait laissé de côté pour essayer d'autres. Puis, j'en ai 3 en tête, puis on va y aller avec ces 3-là, quand mais tu sais, tu parles de Desbiens depuis qu'on a commencé les épisodes. Après moi, tu as un petit coup de cœur cette saison pour Anne-Renée déjà en partant. Je trouve qu'elle est prête, elle est dedans, crime, puis c'est ça qu'on veut d'elle. Voilà. Puis je l'ai mentionné la dernière fois, mais moi, c'est le petit swag qu'elle a aussi, le niveau de confiance qui est pas arrogant, qui fait en sorte que ça démontre à quel point qu'elle est dans sa zone, qu'elle est prête, puis qu'elle a hâte. Ouais. Elle a hâte de faire face aux défis. Elle a hâte, justement, de jouer, d'affronter les meilleurs. C'est pas dans le doute. C'est 0 doute, genre, tu sais. T'es confiante. Fait que là, elle a fait son début, là, je te dirais, cette saison avec Hockey Canada parce qu'on avait essayé Gascon la dernière fois dans les séries. Gascon reste, dans le fond, à son université en ce moment parce qu'on est allé avec Desbiens Mashmeyer. Et puis là, j'ai la 3e. Je l'avais il y a 2 secondes. C'est Osborne? Je l'avais il y a 30 secondes, puis là, j'ai oublié. J'ai des blancs aujourd'hui. Mais je voulais pas parler de ça. Anyways, je vais revenir avec la gardienne, ça, je vous le promets. Mais pour moi, de ramener Desbiens, non seulement ça te donne un petit peu ce mur-là, puis cette compétition-là entre Mashmeyer, t'as 1 et 2 de ce plan-là. Mash qui vient de connaître son match qu'elle avait besoin de connaître probablement avant de repartir. Puis là, tu viens de solidifier aussi défensivement parlant. Puis je dis solidifier, puis je le mets comme ça aussi parce que Jocelyne Larocque, l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui ont été extrêmement difficiles et durs sur elle aux mondiaux. Oui. Elle a eu un mondial qui a été tough, exposé à certains moments, je te dirais, puis on est bien à l'aise. Mais après ça, échangé à Ottawa, et redevient un peu la joueuse qu'on n'avait pas vue depuis, tu sais, peut-être une saison, mettons. Fait que, pour moi, je trouve qu'il y a eu comme un petit « OK, je passe à autre chose, mais je reviens à qui je suis ou qui j'étais et comment je jouais, tu sais, avant d'être potentiellement avec le CEP puis pas savoir où je suis avec l'équipe nationale. Elle revient à son identité, à son style de jeu, à elle, dans lequel elle est à l'aise et dans lequel elle a eu du succès toute sa carrière aussi. Ouais. Fait que elle garde les choses simples, elle joue physique. C'est ça qu'on a besoin d'elle aussi. Okay. C'est celle qui en amène le plus de physicalité sur le long de la ligne de la pénalité et puis des règlements avec l'international. Là, ça, c'est clair. Là.
Puis l'autre, parce qu'en même temps, je veux trouver ma gardienne que je suis perdue en ce moment et je m'excuse de ça. L'autre que j'ai hâte de voir aussi, c'est Brianne Jenner. Ouais. On avait un groupe de 12 au début, dans les 2 premières parties. Puis je te dirais que les trios étaient là. Il nous manquait Clark aussi, c'est vrai qu'il n'était pas là. Blessure et un peu l'énergie, je te dirais la rapidité, ces choses-là. Puis au début de saison que Clark et Jenner ont eu, Clark s'est réhabitué, s'est blessé l'année dernière au poignet. Fait que ça te prend un petit peu de temps juste pour être bien, être à l'aise, savoir qu'est-ce qui va te faire mal, qu'est-ce qui te fera mal, puis juste l'habitude, ça résonne tout le temps. Puis de laisser tomber un peu la crainte que tu peux peut-être avoir aussi au début de te reblesser. Exact, tu sais. Puis de savoir aussi, parce que ça résonne tout le temps un peu, hein. T'es-tu déjà cassé un poignet, toi? Non, pas un poignet. C'est l'autre numéro 7 que j'ai en tête. Je me suis cassé un petit os ici. Mais ça, là, dès que c'est ton J'ai joué avec bottom... un plâtre aussi. Bon, tu vois? Un petit plâtre. T'es tough. Fait que tu te sentais-tu quand tu reçois une dans le passe? fond, quand ils l'ont fait mouler avec un bâton d'hockey. Ouais, dans ton gant? Dans mon gant, fait que je pouvais... Ça, c'était merveilleux, les trucs de plastique. Je suis d'accord. Puis, elle va revenir, ça, c'est Clarky, mais je reviens à Jenner parce que Jenner, l'année passée, a connu une saison correcte, mais a bien fini, tu sais, avec la charge d'Ottawa. Puis là, le début de la saison, elle joue avec Becca Leslie. Elle a joué avec... Ils ont changé de trio ici et là, tu sais. Elle est habituée de jouer avec Mrazova, qui est joueuse de centre de la Tchéquie, qui est là-bas. Puis là, tu vois, ils l'ont mis avec Leslie puis McMahon à Ottawa. Beaucoup de rapidité, beaucoup de speed, beaucoup de... Ça y va nord-sud. Puis elle, dans son jeu à elle aime, tu sais, un peu ralentir ou gagner le contrôle. Mais même rapidité, là, elle est... Genre, tu parlais d'Abby Rock qui est peut-être un step, puis on s'habitue un peu à faire les passes. Là, c'est tout le contraire. Je trouve que son jeu s'est élevé d'un cran au niveau de sa rapidité. Fait que pour moi, tu sais, ces 3-4 joueuses-là qu'on vient de nommer, qui faisaient déjà partie des plans, probablement, dans d'autres années, je te dis pas qu'ils sont à risque, là. Je parle pas d'Anne-Renée qui est à risque non plus. Non, puis, non mais il faut qu'ils se permettent d'essayer des nouvelles joueuses, il faut qu'ils se permettent d'essayer des nouvelles combinaisons. C'est ça, à ça que ça sert présentement, pour essayer d'aller chercher le meilleur alignement possible pour les Jeux olympiques. Fait que c'est ça qui va être le fun après ça, de voir la performance dans les 2 prochains matchs qui s'en viennent. Fait que c'est pour ça que dans les prochains jours, il n'y aura pas de match de la Ligue. Oui, bien ça aussi, là. Ça, c'est sûr, mais tu sais... Il y a la petite pause, là. Déjà là, ce soir, dans ce game-là, moi, j'ai hâte de voir comment on va se comporter, même du côté américain. Je veux dire, il a habillé 5 lignes. 5 lignes, 8 défenseuses, les 2 derniers matchs. Il a joué 4 lignes, peut-être un peu, là, le 4e trio de chaque glace une fois de temps en temps dans la titre, puis le reste, j'ai hâte de voir comment lui, il va évaluer ses joueurs aussi, là. Ouais. sais, en tant que tel, je sais pas c'est quoi, il n'y a pas de bonne façon de faire les choses, mais en tant que tel, tu devrais être capable de voir les présences, d'essayer d'évaluer puis de savoir quel genre de... Ouais, si tu les habilles, ben, c'est pour leur donner la chance, la chance de toucher à la glace, la chance de se prouver. Oui, puis ce groupe-là, Cam, là, ça fait... Ce même groupe-là américain, là, ça doit faire au moins 6 ans qu'on les voit. Parce qu'ils ont été chercher les jeunes un peu plus tôt que le Canada, mettons. Mais là, tu sais, je veux dire, tu as des jeunes qui jouent pas. Gildé, je sais même pas si elle a eu un chiffre dans les 2 dernières matchs de série. C'est une joueuse de défense. Savannah Harmon, je l'ai pas vu tant que ça. Skamura, je l'ai pas vu tant que ça non plus. Je sais pas. Tu sais, j'ai hâte de voir comment il va utiliser son match. J'aimerais ça voir d'autres joueuses, peut-être de nouveaux trios aussi. Tu sais, je pense que c'est clair que tu sais qui va jouer avec Carpenter. Ça va être intéressant de voir s'il modifie un peu sa recette parce que là, les 2 premiers matchs, ils ont gagné. Puis ils n'ont pas changé leur... Puis ils n'ont pas changé. Fait que là, est-ce qu'il va avec la même tactique pour les matchs qui s'en viennent? Bref, ça aussi, ça va être intéressant de voir ça. J'ai hâte de voir, gang. Puis je m'excuse pour la gardienne. Là, j'ai le plus gros blanc de ma vie. Ça y est. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui va nous l'écrire en commentaire. S'il vous plaît. Faites-nous. Aidez-nous. Désolée pour ça, mais regardez la game où on se reprend aussi pour en jaser ou évaluer les 2 parties justement de la rivalité la semaine prochaine. Puis les games de la LPHF vont recommencer milieu de la semaine prochaine aussi. Oui. Des voyages ici et là. Je pense que toute la gang joue jusqu'au 23 décembre. Il va y avoir des matchs jusqu'au 23, puis ça repart le 27 décembre. Fait qu'il n'y a pas grand Noël pour certains. Bien, après ça, c'est ce qui est le fun en tant que fan. Bien, après ça, ça va jusqu'au 23. Après ça, vous pouvez célébrer Noël en réveillon. Voilà. Et être au rendez-vous le 27. C'est excellent. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été avec nous. Merci à la gang de Chaos Sport. N'oubliez pas notre concours.
Oui, de Noël, avec la cage. On vous a donné les informations au début de l'émission. Puis, encore une fois, on veut vos questions, vos commentaires. Sérieusement, moi, j'aime ça vous répondre, puis j'aime ça parler de choses que vous êtes intéressés aussi à jaser ou à parler. On va toujours faire un peu le même style où on va évaluer la victoire, mais on va parler des Québécoises. Vous nous l'avez envoyé, on ne l'a pas oublié. On va parler aussi du pré et où on est maintenant, comment c'est arrivé. On va avoir des petites émissions bonus ici et là-dessus, ça, sans problème. Fait que merci beaucoup. Merci. Attention à vous autres.